Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette conférence qui se tient donc à la fois en ligne maintenant et dans les locaux de l'Agence française de développement à Paris, à l'occasion de la publication du dernier numéro de la revue macroéconomique du groupe qui s'appelle MacroDev. C'est une collection spécialisée sur la macroéconomie dans les pays émergents, dans laquelle paraissent, en plus de ces deux numéros semestriels, tout au long de l'année, des numéros qui sont soit géographiques, soit thématiques, traitant de manière spécifique d'un pays ou d'un sujet macroéconomique. À titre illustratif, le dernier numéro pays publié ces dernières semaines fait le point sur la situation macroéconomique en Serbie et vous le trouvez en ligne. Le prochain numéro thématique traitera du lien entre les vulnérabilités climatiques et le surendettement et nous informerons tous nos abonnés de sa sortie incessamment sous peu. Le numéro semestriel donc, qu'on va vous présenter aujourd'hui voit une petite évolution éditoriale que l'on souhaite voir ancrée durablement dans nos futures publications. Il commence en effet par un panorama mondial de l'économie, articulé toujours autour des pays émergents. Car en tant que praticien francophone, je dirais, de la macroéconomie émergente, nous nous sommes rendus compte que l'offre, finalement, en la matière était limitée, dans ce sens que un certain nombre d'institutions privées, publiques ou même multilatérales organisent ce type de conférences sur la macroéconomie, mais peu ou rarement en français. Et on a donc eu le sentiment qu'il existait une place pour un webinaire tel que le nôtre. Bien sûr, la publication du document, elle, reste en deux langues, en anglais et en français, pour notre public international. Voilà, donc c'est une petite première, et selon les retours que vous nous ferez, on adaptera les prochaines éditions, français ou anglais, ou les deux, pourquoi pas, avec une traduction. Surtout, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Le numéro donc, qu'on présente aujourd'hui propose initialement un focus sur 9 pays qui avaient retenu notre attention à la mi-année, le Brésil et le Mexique en Amérique latine, le Cambodge et la Chine en Asie, la Serbie en Europe centrale, et puis le Burkina Faso, l'Ouganda, le Rwanda et la Tunisie en Afrique. Aujourd'hui, nous reviendrons sur 3 d'entre eux, un par continent, l'Ouganda, le Brésil et la Chine. Avant ces focus pays et après le panorama dont je vous parlais, on profitera de l'éclairage de la rédactrice en chef du panorama du CEPI, qui est le Centre de recherche et d'expertise sur l'économie mondiale. Madame Denise Unal a bien voulu venir aujourd'hui pour nous livrer son analyse sur les chaînes de valeur mondiales face aux enjeux post-pandémiques et de reconfiguration géopolitique. Également pour réfléchir sur la place que les pays émergents et en développement prennent dans ces chaînes de valeur mondiales. Voilà, donc avant de commencer, il ne me reste qu'à vous présenter les autres intervenants de notre session du jour. Il s'agit de 3 économistes de l'équipe Risque Pays du groupe AFD. Tout d'abord, Sylvain Bellefontaine nous présentera en introduction le panorama macroéconomique. Ensuite, Morgane Salomé approfondira l'analyse sur l'Ouganda et Maxime Thérieux, celle sur le Brésil. Quant à moi, je suis Amaury Mullier, j'ai la charge de l'équipe Risque Pays du groupe AFD et je finirai par un focus sur la Chine. Il y aura pour notre public 2 temps de questions-réponses, avec la salle en priorité, mais également avec le public en ligne qui peut poser ses questions dans l'onglet dédié de l'interface. Le premier temps de questions-réponses suivra la présentation sur les chaînes de valeur et puis la deuxième séquence suivra les focus pays. Pour les personnes en ligne, merci de faire bien attention. Il y a un onglet dédié aux questions, j'en vois déjà 3, qui n'est pas le même onglet que l'onglet du chat. Voilà, donc après cette présentation de l'événement qui j'espère aura permis à chacun de bien comprendre de quoi sera faite l'heure et demie que nous allons passer ensemble, je me tourne vers toi, Sylvain. Depuis notre dernière édition de février dernier, et même si elle n'avait pas fait l'objet d'une conférence, l'actualité économique est restée extrêmement dense, de même que des événements de nature géopolitique ou même malheureusement climatique. On assiste donc à différents bouleversements et à des reconfigurations, parfois à des chocs. Quelles sont, je dirais, les nouvelles du front ? Merci Amaury. Donc, les slides, s'il vous plaît. On peut présenter les slides ?
en gros plan pour la salle et pour voilà. Oui, donc en fait, on a intitulé ce macro dev Nouvelle donne mondiale sur fond de déjà-vu. C'est vrai qu'on a vraiment une actualité très mouvante et très dense depuis quelques mois, je dirais même depuis 2-3 années. Et donc résumer tout cela en 10 minutes, c'est assez, ça s'avère assez difficile, mais je vais essayer de m'y tenir. Tout d'abord en expliquant pourquoi ce titre un petit peu qui ressemble un peu à un oxymore. Nouvelle donne mondiale, c'est effectivement, comme tu le stipulais, par rapport à la reconfiguration géopolitique et géoéconomique mondiale, qui a été accélérée depuis la pandémie et le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ça s'inscrit aussi dans le cadre d'une accélération de la prise en compte des questions de transition et d'adaptation au changement climatique, qui deviennent aussi un enjeu économique mondial à travers aussi des questions de concurrence, de stratégie, de développement de nouvelles technologies. Et en ce sens, on voit vraiment une compétition se mettre en branle, notamment entre les États-Unis, l'Europe et la Chine sur ces questions. Et déjà vu, alors la référence au déjà vu, c'est par rapport à la cyclicité de l'économie. On est en bas de cycle et l'économie mondiale est très cyclique et encore plus volatile depuis 2-3 ans. Et puis un autre point aussi, c'est le spectre d'une nouvelle crise de la dette des pays émergents et en développement, qui rappelle celle des années 80, voire aussi peut-être encore plus avec acuité les annulations de dette des années 2000 suite à l'initiative PPTE lancée en 1996. Donc, le programme, vous le connaissez. Je voulais aussi prendre une citation toute récente de Narendra Modi qui exprime un petit peu les enjeux mondiaux et aussi une forme de mal-être, aussi d'ironie. Ce mantra One Earth, One Family, One Future, qui a été lancé par Narendra Modi dans le cadre du G20 au mois de septembre, là, le 9 et 10 septembre. One Earth, forcément, on est obligé de l'admettre, qu'on est tous embarqués sur le même navire. One Family, ça me paraît un petit peu abusé. Et One Future, ça reste encore à voir, tant les divergences sont de plus en plus marquées dans un monde multipolaire, voire polycentrique. L'état désuni du monde, je titre ce slide l'état désuni du monde, qui me paraît assez flagrant quand on voit à travers cette carte le vote aux Nations Unies sur la suspension du statut de membre du Conseil des droits de l'homme de la Russie. On voit que le monde est complètement divisé. Les mots d'ordre sont désormais non-alignement, souveraineté nationale, indépendance économique, et puis aussi une approche très pragmatique, voire transactionnelle des relations internationales. Donc chaque pays a son agenda, même les pays émergents et en développement ont leur propre stratégie et leur propre partenariat. Ne s'inscrivent pas dans une stratégie d'alignement par rapport à un bloc, si on peut revenir sur ces notions de bloc qui sont un petit peu passées, qui rappellent la guerre froide. Mais voilà. Alors effectivement, certains pays veulent être indépendants, mais financièrement ne le sont pas, notamment en Afrique, où il reste difficile pour ces pays de s'abstraire d'une forme de dépendance financière vis-à-vis à la fois des marchés internationaux et des bailleurs. Il y a un déplacement du centre de gravité économique mondial que cette carte retranscrit assez bien, même si en termes de latitude, c'est assez faible. En termes de longitude, on voit qu'il y a quand même eu, au moment de la révolution industrielle, un décentrage ou un recentrage vers plutôt l'Atlantique, et que depuis, on voit un recentrage vers l'Asie, et avec le poids croissant que prend aussi l'Inde dans le jeu économique mondial et aussi géopolitique, c'est certain que l'Asie devient vraiment centrale au niveau mondial, mais ça, je pense que je ne vous l'apprends pas, mais cette carte permet assez aisément de le voir. En termes de globalisation, on peut considérer que la mondialisation a atteint un pic juste après la crise financière de 2008, et que depuis, on est quand même toujours sur des niveaux d'ouverture commerciale très, très importants,
mais que ça a tendance à fléchir. Et on va a priori voir dans les prochaines années une baisse du taux d'ouverture commerciale mondiale du fait de tentations protectionnistes et de relocalisation qui se sont accentuées depuis la pandémie et la guerre en Ukraine, avec toutes les notions de nearshoring, friendshoring, reshoring. La guerre commerciale avait déjà bien commencé depuis 2017 entre les États-Unis et la Chine, mais on a, je pense, accéléré la marche tout récemment. Et dans ce cadre, la transition énergétique bas carbone est vraiment un enjeu crucial. On voit bien à travers le Inflation Reduction Act de Biden, qui prévoit des subventions colossales aux entreprises qui viennent s'installer aux États-Unis, mais aussi dans l'ALENA sur ces enjeux. Et puis à côté de ça, le Green Deal européen et la taxe carbone aux frontières, en tout cas le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui va être mise en place, qui a été annoncé. Et face à cela, la Chine, qui n'est pas en reste non plus, et qui met des barrières à ses exportations de métaux critiques pour la transition, notamment le manganèse et le gallium. Mais d'un autre côté, en fait, on se rend bien compte qu'à travers les chaînes de valeur mondiales et le commerce international, les États-Unis, l'Europe et la Chine restent très liés. Et malgré toutes les guéguerres et les confrontations en place, on se rend bien compte que les économies restent liées. Et à nouveau, cette question de la transition reste assez cruciale. On voit que la Chine se positionne très bien sur notamment les panneaux photovoltaïques et les batteries de véhicules électriques. Et en Europe, si on prend l'exemple de l'Union européenne, 80 à 90% des panneaux photovoltaïques et des batteries de voitures viennent encore de Chine. Donc, on a vraiment du chemin à faire et on est finalement pour ces technologies du présent et du futur, on est très, très en retard. Après la déglobalisation, le thème qui est aussi dans l'air du temps, c'est la dédollarisation de l'économie mondiale et de la finance mondiale. On voit que la suprématie du dollar reste tenace à travers ces quatre graphiques. D'un côté, les réserves de change mondiales sont toujours détenues à 60% en dollars. La devise de facturation des exportations reste le dollar dans 80% des échanges, hors Union européenne. Les émissions de dette en devise restent à 70% en dollars. Et les transactions de change au jour le jour, là c'est le point le plus marquant, sont à 90% en dollars. Là, on atteint 200% parce que comme c'est les transactions de change, c'est souvent de gré à gré, donc on est à 200% finalement, et non à 100% au cumul. Voilà. Mais cette suprématie tend à être contestée, en tout cas, par beaucoup de pays à travers notamment des swaps de devises, ou en tout cas la volonté d'échanger dans une devise tierce, que ce soit notamment à travers le renminbi. Et beaucoup de pays essaient de développer des accords bilatéraux dans une autre devise que le dollar. Et symboliquement, on voit bien qu'il y a une décorrélation entre l'évolution du dollar et le cours du pétrole, qui est symptomatique aussi, notamment de la prise d'indépendance de l'OPEP et de l'Arabie Saoudite vis-à-vis des États-Unis, et désormais encore plus l'OPEP+, avec la Russie qui en fait partie. Donc le binôme Russie-Arabie Saoudite fait un peu la pluie et le beau temps sur le marché pétrolier actuellement, avec ses quotas encore réduits récemment pour maintenir des prix élevés. Et vous savez que le prix du pétrole est reparti à la hausse récemment. Idem sur le marché de l'or, on voit que les banques centrales ont accentué leur détention d'actifs de réserves en or au fil des derniers mois. Donc c'est aussi une marque d'indépendance vis-à-vis de l'omnipotence, on va dire, du dollar. Et sur le graphique en bas à gauche, vous voyez aussi fait marquant la détention de bons du trésor américain par les étrangers, donc les investisseurs non résidents américains, qui a eu tendance à baisser depuis 10-15 ans, on va dire après la crise financière de 2008-2009. Et aujourd'hui, on est à hauteur d'à peu près de 30% des titres publics américains détenus par des non-résidents. Ce qui ne veut pas dire qu'en volume, ça a baissé, mais en proportion, en tout cas, en part, ça a baissé. Donc maintenant, si on vient un peu plus sur les aspects conjoncturels, on note un ralentissement conjoncturel de l'économie mondiale. Et a priori, on devrait aller vers une croissance mondiale de 3% cette année et l'année prochaine, sans accélération, notamment dans les pays développés,
avec une croissance aux États-Unis et en Europe autour de 1,5%, avec une croissance à moins de 1% en zone euro, avec des grandes difficultés, notamment avec un risque de récession en Allemagne. Et puis aux États-Unis, une résilience qui est toujours surprenante, mais au final, on ne devrait plus l'être. L'économie américaine qui a réussi à sortir de ce choc financier, de cette crise bancaire régionale au printemps, a priori, et puis régler son problème de plafond de dette publique. Donc une économie américaine qui devrait croître plus que l'économie européenne cette année, en tout cas. Concernant les pays émergents en développement, Amaury reviendra sur la Chine plus en détail, mais la Chine devrait accélérer un peu moins que prévu cette année, avec une croissance inférieure à 5%. Mais on va dire que la Chine est un peu asynchrone par rapport au reste de l'économie mondiale, du fait qu'elle est sortie de sa politique zéro Covid très tardivement. Donc il y a un effet de rattrapage. Et donc malgré la crise immobilière, pardon, on voit que des mesures ont été mises en place et devraient soutenir l'activité à court terme. Par ailleurs, on va le voir après sur les questions d'inflation, la Chine a aussi des surcapacités, est en déflation et pourrait aussi, d'une certaine manière, exporter sa déflation à travers une inondation des marchés internationaux par des métaux, des minerais et voire aussi des véhicules automobiles, électriques ou non d'ailleurs. Plus important peut-être, la croissance potentielle à moyen terme mondiale a été révisée au fil des années, depuis une dizaine d'années, de 4,5% à 3%. À nouveau, c'est lié au ralentissement structurel de la Chine, mais aussi le ralentissement anticipé de l'Inde, qui converge aussi d'une certaine manière, de façon naturelle, au fur et à mesure que leurs économies se développent, même si l'Inde reste forcément bien en retrait par rapport à la Chine. Et puis d'autres facteurs qui sont plus liés finalement aux conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine jouent aussi dans ce ralentissement de la croissance potentielle mondiale. Concernant la pandémie, il y a le fait est que on a une augmentation de l'endettement public qui réduit les marges de manœuvre pour beaucoup de pays en termes de politique de relance et de relance budgétaire. Et puis, plus en lien avec les aspects géopolitiques, on a une crainte de réduction des IDE et aussi une baisse finalement des transferts de technologie et de diffusion de l'innovation au niveau mondial. Donc tous ces facteurs devraient jouer sur un ralentissement économique mondial, sans oublier aussi les facteurs démographiques, notamment avec la Chine qui voit sa population baisser. Donc j'ai déjà évoqué les questions inflationnistes, en tout cas les projections peut-être par rapport au rôle que pourrait jouer la Chine dans les prochains mois ou prochaines années, mais ça devrait avoir un effet assez mineur par rapport à d'autres facteurs qui restent quand même très problématiques sur une inflation qui devrait rester plus élevée structurellement que dans la décennie pré-pandémie, notamment à travers le coût potentiel de la transition écologique. En tout cas, à court terme, le pic d'inflation a été dépassé en début d'année. Donc il y a un effet de base, il y a aussi la baisse des prix des matières premières, en tout cas globalement, mais on voit une persistance de l'inflation sous-jacente. On a un risque de spirale prix-salaire dans les pays émergents, mais aussi dans les pays développés, avec des salaires qui restent quand même qui croissent un peu moins que l'inflation, mais quand même d'une certaine manière beaucoup plus qu'avant le choc inflationniste aux États-Unis et en Europe. Et puis il y a aussi le risque d'effet en cascade de la flambée des prix énergétiques en Europe. On craint à nouveau une augmentation des prix du gaz dans les prochains mois, sachant que le prix du pétrole a déjà augmenté à très court terme. Et puis par rapport au non-renouvellement du Black Sea Grain Deal entre la Russie, l'Ukraine et aussi la Turquie, on voit que les craintes sur la remontée des prix des céréales qui auront un effet potentiellement dévastateur pour pas mal de pays émergents sont un petit peu toujours présents. Un sujet qui est assez important, pas forcément central, mais qu'on oublie, c'est l'ajustement des marges des entreprises.
Certaines entreprises, notamment dans le secteur énergétique, se sont fait des marges très importantes avec l'augmentation des prix du pétrole. Mais on voit bien que beaucoup d'entreprises ont dû réduire leurs marges, qui se traduit aussi par des défaillances d'entreprises plus importantes en Europe et aux États-Unis. Voilà pour ces aspects concernant l'inflation. Donc à suivre de près comme facteur aussi qui pèse sur la confiance des agents économiques, notamment dans les pays émergents. On voit que l'inflation devrait rester supérieure à 8%, notamment en Amérique latine et en Afrique cette année et l'année prochaine. Dans ce contexte, forcément, les politiques monétaires ont été durcies. Donc là, le graphique présente uniquement l'évolution des taux directeurs aux États-Unis en zone euro, mais ça a été le même schéma de durcissement monétaire dans les pays émergents et en développement, à l'exception de la Chine. Et là, on se demande si on a un point d'inflexion. A priori, la Fed et la BCE devraient encore augmenter un petit peu leur taux d'ici la fin de l'année, mais on devrait arriver à un palier, un plafond, et après, à savoir si on reste à un niveau de taux élevé pendant un certain temps ou si les taux d'intérêt repartent à la baisse. Toujours dans ce problème de dilemme de politique monétaire entre inflation, taux de change, notamment avec l'euro qui s'est fortement déprécié ces dernières semaines, et puis de l'autre côté, le maintien d'une croissance économique et de l'emploi, notamment aux États-Unis, puisque l'emploi est un des objectifs de la Fed, contrairement à la BCE. Dans ce contexte de hausse de taux et d'aversion au risque, on a des problèmes de liquidité dans les pays émergents qui se traduisent, vous voyez sur le graphique de droite, par des taux actuariels très élevés, notamment en Afrique et en Amérique latine, qui rendent finalement l'accès aux marchés internationaux complètement rédhibitoire pour pas mal de pays, d'autant plus que les taux d'intérêt domestiques ont augmenté. Concernant les devises émergentes, donc on a une discrimination qui se fait entre les pays fragiles, voire en crise, que vous voyez en rouge, avec une dépréciation forte des devises depuis le début de l'année, et de l'autre côté, des pays plus stables, plus résilients, et qui ont aussi engagé pour les pays d'Amérique latine des politiques monétaires restrictives dès 2021, qui en récoltent aujourd'hui les fruits, notamment le Brésil, qui a même pu commencer à réduire ses taux d'intérêt avec une nouvelle baisse hier. Sur le graphique de droite, vous voyez l'évolution des flux d'investissement de portefeuille, donc ça veut dire sur les marchés actions et les marchés obligataires locaux, donc en monnaie locale. Et vous voyez la courbe bleue, donc depuis le déclenchement de la pandémie, donc en janvier-février 2020, on n'a pas retrouvé le niveau de flux d'investissement de portefeuille pré-pandémie, puisqu'on se retrouvait proche de zéro au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Et depuis lors, les sorties de capitaux, ou en tout cas les non-entrées de capitaux, se sont accentuées. Ce que vous voyez sur la fin de la courbe, c'est uniquement des sorties importantes sur le marché equity en Chine sur les dernières semaines. Mais rien de formel sur les deux émergents. Un pays qui est aussi très flagué en termes de sortie de capitaux, c'est l'Afrique du Sud parmi les émergents, qui compte beaucoup pour ces chiffres agrégés assez négatifs. Et une dernière slide pour faire un focus notamment sur les pays d'Afrique en grande difficulté, notamment pour les pays qui ont réussi à accéder au marché de capitaux, une douzaine de pays sur la dernière décennie, et qui se retrouvent en grande difficulté de financement, avec aussi des problématiques de crise alimentaire que vous voyez sur la carte de gauche. Et donc aujourd'hui, on a sur les PMA, donc les pays les moins avancés, qui sont listés par la Banque mondiale au nombre de 28, la moitié sont en surendettement ou en défaut de paiement. À cela s'ajoute aussi le Sri Lanka, le Liban. Donc on a cette fameuse crainte d'une nouvelle crise de la dette émergente. Plus qu'émergente, je pense que les pays émergents sont relativement préservés à ce stade, mais plutôt les pays les moins avancés, les pays à faible revenu. Voilà, c'est tout pour ma part. Je laisse la parole à Denise.
Merci Sylvain pour ce panorama complet. Effectivement, on peut se tourner vers Denise. Un grand merci encore une fois d'être venu et de faire profiter donc nos lecteurs et auditeurs de votre expertise en matière de commerce mondial et de chaîne de valeur. Je crois que ça fait longtemps qu'à titre personnel, vous étudiez ces sujets-là. Alors, donc la question, elle est simple. Est-ce que, selon vous, on peut dire qu'on est à un tournant de l'histoire de la mondialisation ? Bien, vous faites bien d'introduire le sujet comme ça, parce qu'il faut avoir vraiment une profondeur historique pour apprécier ce qui est en train de se passer. Et justement, ma première diapositive essaie un peu de cadrer la situation actuelle dans une profondeur historique. Tout à l'heure, Sylvain a parlé de l'après-guerre à la fin du siècle dernier, l'économie mondiale s'est structurée dans une asymétrie en faveur des pays avancés de l'axe transatlantique. Avant, il nous suffisait de dire peut-être pays avancés, mais on sait que tous ensemble, pratiquement, forment l'OTAN et ses alliés. Donc, dans ces situations, nous, ici, on parle des pays en développement, et le reste du monde, en réalité, c'est l'OTAN et ses alliés. On peut voir un monde bipolaire déjà comme ça. Et donc, ça allait, c'était comme maintenant nous savons tous, c'était un monde structuré par les institutions après la Seconde Guerre mondiale, mis au point par des pays avancés aussi. Alors, quand on dit dans une asymétrie, c'est pas uniquement institutionnel, mais comme Sylvain vous montrait, je suppose que tout à l'heure j'ai pas très bien vu, mais c'était en termes de PIB, ce centre gravité, voilà. Donc, en termes de PIB et de commerce international, le poids des pays avancés était énorme. Et ça allait rester pendant longtemps, hein, même avec l'ouverture. Après les années, pendant les années 80 et surtout après, dans les années 90, dans le cadre de la conclusion de l'Uruguay-Round et après par la création de l'Organisation mondiale du commerce dans la foulée, on a assisté donc une libéralisation multilatérale accompagnée d'une régionalisation profonde en Europe et en Amérique du Nord. Et par ces régionalisations, les pays avancés entre eux ont pu accéder à des économies d'échelle pour avoir une spécialisation très fine, pour procéder pratiquement à des échanges de similarité. Qu'est-ce que j'entends par là? On faisait non seulement des échanges en priorité intra-zone, mais aussi c'était des produits aux caractéristiques techniques similaires, pratiquement des variétés de produits qu'on échangeait au sein de très grandes zones, finalement, de pays anciennement industrialisés. Et cette globalisation asymétrique, pendant que dans le reste du monde et entre les pays avancés et les pays en développement, on procédait à des échanges à cette époque-là de différence. Hein, c'était une façon traditionnelle d'échanger. Et cette globalisation a changé de nature asymétrique avec l'entrée de la Chine dans l'OMC. Et c'est là que nous avons assisté à une hyperfragmentation des processus productifs. Et c'est là qu'on a commencé, avant on parlait de la division du travail. Mais maintenant, enfin, à partir de là, on a de plus en plus parlé des chaînes de valeur. Donc, on a eu une extension des chaînes de valeur à l'échelle planétaire. Ces chaînes de valeur, c'est la division en séquences des différentes étapes de production entre des pays, qui concerne souvent des pays tiers, avec des passages de frontières multiples
des intrants pour la fabrication d'un même produit. Et ça se faisait beaucoup au sein des pays développés, au sein des pays avancés. Mais avec l'entrée de la Chine dans l'OMC et sa façon de devenir pratiquement un atelier du monde, ce qu'on faisait au sein des pays avancés, on l'a délocalisé en Chine. Et c'est ça qui a changé la donne. Et ça n'a suivi une croissance de revenus en Chine, un rattrapage donc par rapport aux pays avancés. On était dans une étape de progrès fulgurant, on imagine, comme intégration des pays en développement dans l'économie mondiale, avec la Chine en figure de proue. En fait, c'est une économie alter ego de la superpuissance américaine. Alors, la grande récession en 2007-2008, avec la saturation de la demande dans les pays avancés et le rééquilibrage de la croissance chinoise obligée vers son propre marché, et puis la montée de protectionnisme, on a vu déjà avec les actions de Donald Trump. Donc, les choses ont commencé à changer. Sylvain vous parlait d'une forme de stagnation à partir de ce moment-là. Et on a eu le choc du Covid qui nous a fait connaître les ruptures d'approvisionnement dans les chaînes de valeur, qui avaient, même dans le domaine médical, on assistait à des pénuries de médicaments depuis l'année 2010 dans les pays avancés. Mais là, on a vu, même dans les masques, on a eu des ruptures. Et après, donc, on s'est trouvé ensuite en pleine guerre en Europe, un choc encore plus énorme qui fait que actuellement on parle d'une spectre de division géopolitique de l'économie mondiale. Alors, dans ce cadre-là, après cette grande introduction, voilà. Alors, donc, tout à l'heure, Sylvain m'a dit d'être assez simple sur qu'est-ce que ça veut dire qu'une chaîne de valeur. Hein, on parle tous tout le temps, mais dans la lignée de ce que je vous ai dit, hein, c'est depuis là, j'ai des chiffres qui montent à 1967. Il se trouve que les bases du CEPI peuvent aller jusqu'en 1967, et il se trouve que cette année-là, on a mis au point vraiment systématiquement la mise en circulation des conteneurs dans le commerce international. Ce qui a fait que cette innovation première a précipité la chute du coût des transports dans le commerce international. Et cette réduction des coûts de transport, ensuite couplée à de communication dans les services, plein de choses grâce au progrès technologique, a vraiment facilité la possibilité de séquencer la production par externalisation de certaines étapes à l'étranger. Alors, est-ce que j'y arrive? Ah ouais. Et donc, comme je vous disais, avec la libéralisation multilatérale, commerciale, et dans les années 90, l'intégration des blocs de l'Est et Ouest dans une économie globale, hein, on pourrait reprendre Modi pour dire un monde, une famille, voilà, on est dans l'économie, le marché unique au niveau mondial. On a ajouté ça à des avancées technologiques, et les chaînes de valeur transfrontalières sont devenues de plus en plus complexes. Là, Sylvain vous a montré, mais moi aussi je montre d'une manière annuelle, entre 1967 et 2021, la part des échanges de biens et de services dans le PIB mondial à partir des bases du CEPI. On voit bien qu'il y a eu une croissance assez importante à partir du milieu des années 95 qui s'est stabilisé, qui s'est arrêté avec la grande récession de 2007-2008, et depuis, c'est un peu en décroissance. L'expansion des chaînes de valeur, comment on peut la mesurer? Il
il se trouve que donc je vous ai parlé des passages multiples des produits intermédiaires par des frontières avant d'atteindre le consommateur final. Hein. C'est ça un peu le principe. Et quand un produit passe, revient, repasse une même frontière en transitant par plusieurs pays, on a la valeur ajoutée qui est comptée plusieurs fois. Alors, il faut savoir distinguer cette valeur ajoutée pour pouvoir calculer quelle est vraiment la part de la valeur ajoutée produite par des nations à l'origine, compte dans la production mondiale, par exemple, dans la valeur ajoutée mondiale. Pour cela, on utilise des tableaux input-output au niveau international et on rapporte l'ensemble des valeurs ajoutées originelles des nations, si vous voulez, aux exportations, par exemple, brutes, et on regarde plus, avec le développement des chaînes de valeur, on a une multiplication des échanges d'intrants intermédiaires transfrontaliers et le ratio exportation qui contiennent des valeurs ajoutées de la part des pays dans les exportations brutes diminue. Ça c'est la diminution de ce ratio. Ça, je vous présente là dans un graphique issu du dernier rapport de l'OMC. Et ben, on voit que depuis l'année 1970, les chaînes de valeur, ce ratio a diminué pratiquement de 2. Cette valeur ajoutée, c'était 80% des exportations brutes des pays, de l'ensemble des pays de la planète. Et maintenant, on n'est que... Non, c'est pas... je vois mal, excusez-moi. Et maintenant, on n'est plus que 65%. Merci. Alors... il y a une autre manière de voir les chaînes de valeur, c'est de prendre les produits, la part des produits intermédiaires et voir comment ça se passe dans le commerce mondial. Puisque ici, on s'intéresse en priorité aux pays émergents en développement, j'ai voulu vous montrer sur les chaînes de valeur la part des pays en termes de produits intermédiaires, la part des exportations bilatérales des pays avancés et en développement, ainsi que leur échange intra. En rouge très plein, vous voyez que les émergents et pays en développement, vis-à-vis des pays avancés, ont augmenté de 15 à 22% en termes du commerce mondial de produits intermédiaires, leur exportation. Leur échange au sein entre eux-mêmes, les échanges intra a augmenté de 6 à 19%. Et au total, donc, ils ont pratiquement doublé leurs exportations, soit intra-zone entre eux, soit vers les pays avancés, de 2 fois. On est passé de 21 à 41% entre 2000 et 2021. Tandis que, donc, il y a eu une participation très active de la part des pays émergents. Et là, là où les pays avancés en particulier, mais pas que, les pays du monde entier posent des questions sur la concentration des chaînes de valeur. On a beaucoup augmenté l'ampleur des chaînes de valeur, mais il y a eu une concentration. C'est-à-dire que, là, je cite un paragraphe du rapport du dernier rapport de l'OMC. Par exemple, aux États-Unis, seule une petite minorité d'entreprises ont diversifié leur chaîne d'approvisionnement de manière à importer un même produit à partir de plusieurs pays sources. Ça veut dire, donc ça a été clair pour nous pendant la pandémie, le masque, on est allé chercher le masque en Chine, par exemple. Mais c'est pas que ça. Je prends le cas du paracétamol, le principe actif, on va aller chercher en Chine ou en Inde. Donc, pour certains produits critiques, on a créé des goulots d'étranglement. Mais malgré ça, l'OMC déclare que, enfin son chef économiste, si on
si on revenait sur, dans le cas de relocalisation ou bien à la maison ou bien chez des pays amis, si on allait encore pire entre une super fragmentation très dure de l'économie mondiale, eh ben, les pays seraient perdants. Donc, et si on sortait de ces goulots d'étranglement qui existent encore, et de beaucoup, ça aura un coût en termes de bien-être. Il dit ça. Et d'autres études sous forme de documents de travail de l'OMC montrent que eh ben, ce coût-là serait assez élevé pour les pays développés, avancés, qui pourraient aller jusqu'à, enfin, en moyenne de 6% de leur PIB, tandis que pour les pays en développement, ce serait plus de 10%. Et encore pire pour les pays vraiment les moins avancés qui n'auraient plus aucune retombée technologique. Enfin, d'autres études de l'OMC qui a essayé de mesurer l'impact de la guerre d'Ukraine, nous dit, nous, on a pensé que les chaînes de valeur mondiales allaient être très, très perturbées avec la guerre d'Ukraine. Mais ici, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la courbe la plus haute après un fléchissement là au milieu. Là, finalement, ça s'est bien résisté, les chaînes de valeur et tout. En fait, il faut voir comment ça a résisté, mais ils prennent l'exemple que, par exemple, un pays comme Éthiopie, grâce à un multilatéralisme, disent-ils, a pu réorienter ses échanges. Éthiopie, qui prenait pratiquement tout son céréal et de la Russie et de l'Ukraine, a pu se les procurer auprès des États-Unis et de l'Argentine. Donc, ils disent que ça a été possible grâce au monde multilatéral. Et là, je m'arrête parce que donc je vous ai donné pour le moment le goût et puis on verra dans les questions est-ce qu'on y croit quoi, tout ça. Très bien, merci beaucoup Denise, merci à tous les deux. On a un petit peu de retard sur l'horaire et je crois que il n'y a pas encore de questions en ligne, mais s'il y en a dans la salle, on peut les prendre et puis on passera après au Focus Pays. Et de toute façon, la dernière séquence de questions-réponses permettra aussi éventuellement de reprendre des questions sur cette première partie. Est-ce que dans la salle, quelqu'un souhaite prendre la parole ? Du coup... Attends. Si finalement il y a des questions en ligne. Ah, formidable. On a Michael qui nous demande où se trouve l'impact de dérèglement climatique, donc par rapport aux analyses que vous avez proposées. Et il y a eu une autre question aussi sur le rôle des sociétés civiles africaines dans les différentes prises de décision en rapport avec les analyses présentées aussi. Voilà. Tu peux répéter la première question, elle s'adresse à qui ? Où se trouve l'impact du dérèglement climatique ? Dans les chaînes de valeur mondiale ? Ouais. En général, j'imagine. En général. Tu veux parler ? Non. Alors, pour le dérèglement climatique, il y a plein de... moi, je voulais peut-être vous montrer un graphique avant. Est-ce qu'on pourrait revenir dans ma série de graphiques ? Je suis désolée, avant le Focus Pays, pour répondre à la seconde question. Mais l'impact des crises climatiques, pour le moment, on essaie de prendre en compte. Effectivement, c'est ce qu'on arrive à mesurer en ce moment essentiellement en dehors des coûts, donc engendrés par les catastrophes du dérèglement climatique. On essaie de calculer donc le coût de la décarbonation.
notamment avec les taxes que les pays, par exemple, européens vont imposer aux flux importés par rapport au contenu, je ne sais plus maintenant dire, mais en carbone. Donc ça, je ne sais pas si ce sera vraiment l'effet de réglementation climatique, mais c'est ça qu'on essaie en train de mesurer et c'est ça qu'on essaie, qu'on essaie de diminuer. Donc, ça fait partie des politiques commerciales. La transition climatique fait partie maintenant des politiques commerciales des pays avancés. Et je pense que pour le moment, les pays émergents en développement ne suivent tout simplement pas les pays avancés, en fait, dans ces décisions, parce qu'ils estiment que eux, ils sont pas en état de suivre, ils ont besoin de financement, et ce financement, déjà, ils sont endettés jusqu'au cou, ils n'arrivent pas à s'en sortir, et je crois que on va avoir à nouveau des grandes divisions entre les pays avancés et en développement. Et deuxièmement, si on parle donc du positionnement de l'Afrique, j'ai juste montré, ça c'est vraiment pour moi, c'est le rôle crucial de la démographie dans la globalisation future et l'Afrique y compte pour beaucoup. Je vous ai mis deux graphiques là, l'un présentant l'évolution de la population totale et de notre côté l'évolution de la population active. Les pays, ça ce sont les chiffres, les prévisions des Nations Unies, ça va de 1950 jusqu'en 2000. Et actuellement, vous voyez donc en bleu les économies avancées, leur population diminue énormément. Et ça va continuer à diminuer. Et en termes de population active aussi, c'est la seule croissance là où vous voyez en tiré pointillé, c'est vraiment l'Afrique qui va même, en grande partie l'Afrique, qui va même dépasser les grands émergents comme la Chine et l'Inde. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, au-delà de ces questions de migration, les pays avancés vont finir par se poser leur problème d'implosion démographique et vont sonner à la porte de l'Afrique. Merci. Merci Denise. Je pense qu'en essayant de synthétiser les différentes questions qui arrivent, en fait, je pense que le thème qui revient un petit peu, c'est quid des externalités négatives, dans le fond, de cette globalisation et du commerce mondial, qu'elles soient climatiques ou sociales, avec des questions autour de la place de la société civile, de comment les sociétés civiles africaines peuvent prendre part aux choix qui sont faits en matière de politique économique. Voilà, le rôle effectivement aussi des risques climatiques ou des impacts climatiques de ce commerce mondial. Donc le débat, il est, on le sent, très large et on va tout de suite sur des problématiques qui sont sensibles, pour ne pas dire polémiques. D'un mot peut-être pour essayer de rendre la question ou ces questions-là pragmatiques. Est-ce que vous avez observé, vous, ces dernières années, dans les pays émergents et peut-être africains en particulier, puisqu'un certain nombre de questions touchent à l'Afrique, est-ce que vous observez une sorte de prise en main par les pays africains eux-mêmes de ces problématiques de commerce mondial? Je pense par exemple à le projet de zone de libre-échange africaine. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu commencer à regarder? Est-ce que vous avez un diagnostic sur les externalités positives ou négatives de ces projets de commerce mondial? Alors, ce qu'on assiste, c'est une prise de conscience et des initiatives de pouvoir faire les choses entre pays en développement, notamment en Afrique et des pays africains avec d'autres pays en développement. Ça a été clair, par exemple, en fin 2022, quand l'UNCTAD a présenté son rapport, c'était bon, les pays avancés ne nous aident pas, comment on va pouvoir s'en sortir entre nous? Du coup, c'est la mise en place des banques de développement, essayer d'attirer les investissements des grands émergents en Afrique, et ça se fait. Et que ce n'est pas rien quand même d'assister à
à ce qui se passe là avec la mise en place de BRICS, ou bien récemment, il y a eu un sommet, donc 77 plus Chine. Et je pense que c'est annonciateur des futurs dessins de la globalisation, d'autant plus que le poids démographique compte beaucoup. C'est pour ça que je vous ai montré ce graphique. Ces pays-là, en particulier l'Afrique avec le Moyen-Orient, qui a encore le taux de croissance le plus élevé au monde et que ça va continuer un bout de temps, eh bien, a des cartes en main là-dessus. Merci Denise pour cette premier élément de réponse. Je pense, Sylvain, sous ton contrôle, qu'on va peut-être passer à la deuxième partie, à moins que tu vois une question. Il y a différentes questions, mais je pense qu'on peut peut-être les garder pour la fin. Je vois sur l'Afrique, on a encore des questions, ou sur l'inflation aussi. Peut-être quand même aller sur les focus pays et garder une session finale où on pourrait reprendre des sujets peut-être qui n'ont pas été traités dans cette session. Donc revenez avec vos questions, même plus globales, après les focus pays peut-être. Merci. Merci à vous deux. Et donc effectivement, passons à la seconde partie. Donc 3 focus pays sur 3 continents différents. Et donc je passe la parole à Morgane Salomé pour le focus africain dédié à l'Ouganda pour cette fois-ci. Oui, merci Amaury. Donc effectivement, le premier focus porte sur l'Ouganda. L'Ouganda, qui est un pays qui est confronté à des injonctions contradictoires puisque le pays met tout en œuvre pour exploiter ses ressources pétrolières à un moment où la tendance mondiale est plutôt de s'orienter vers la transition bas carbone. Donc l'objectif du pays est bien entendu de réduire sa dépendance énergétique et d'accélérer son développement économique via notamment une hausse de la croissance, des recettes budgétaires, des exportations, etc. Toutefois, sans parler des conséquences négatives du projet en lui-même, du projet pétrolier en lui-même, notamment sur les droits humains et sur l'environnement, qui font qu'il est très critiqué par les ONG. On a aussi un projet qui se traduit à court terme par des tensions sur la balance des paiements et qui, en augmentant la dépendance de l'Ouganda vis-à-vis des énergies fossiles, va aussi accroître à moyen terme le risque de transition. Donc, quelle est la situation en Ouganda actuellement? Donc, on a un pays qui a connu 2 décennies de croissance soutenue à plus de 6% en moyenne dans les années 90 et près de 8% en moyenne dans les années 2000. Donc, c'est ce qu'on voit sur le premier graphique de gauche. Ces années de forte croissance qui ont permis une nette amélioration des indicateurs socio-économiques jusqu'en 2010 et une transformation culturelle. Donc, aujourd'hui, on a un pays dont l'économie est relativement diversifiée avec un secteur tertiaire, notamment commerce et tourisme, qui représente la moitié du PIB. En revanche, les progrès qui ont été enregistrés depuis 2010 ne permettent plus de distinguer le pays par rapport à ses pairs, donc notamment la Tanzanie, le Rwanda, le Kenya. Et donc, malgré ces croissances soutenues, on a un pays qui continue de faire face à des défis socio-économiques de taille. Donc le pays est par exemple toujours considéré comme à faible revenu selon la classification de la Banque mondiale, et on a aussi un taux de pauvreté extrême qui s'est stabilisé à un niveau élevé. Donc pour ce qui est des chiffres de croissance récents que l'on voit toujours sur le graphique, on a un pays qui a connu une récession modérée en 2020, donc au moment de la pandémie. L'activité a rebondi ensuite en 2021, tirée notamment par l'investissement, tant public que privé. Ensuite, en 2022, elle a été plus modérée en raison d'un ralentissement de l'activité agricole et de la consommation, mais elle reste supérieure à son potentiel de croissance qui est estimé à 4% par le FMI, donc une croissance qui, même si elle ralentit tendanciellement, est toujours très dynamique. Et à moyen terme, comme je le mentionnais, elle serait tirée par le projet pétrolier, même si effectivement, avec toutes les précautions qui entourent cette assumption, compte tenu des conséquences négatives pour l'environnement notamment. Pour ce qui est des pressions inflationnistes que l'on voit sur le deuxième graphique de droite, elles ont fortement augmenté au second semestre 2022 jusqu'à atteindre un pic à 11% en glissement annuel en octobre. Dans ce contexte, la Banque centrale a resserré sa politique monétaire en relevant à plusieurs reprises son taux directeur, donc à partir de juin 2022, de 350 points de base au total.
Le resserrement monétaire a effectivement permis, ou en tout cas contribué à réduire l'inflation, puisque cette dernière s'affiche en baisse depuis le début de l'année et qu'elle est même revenue dans sa cible au mois de juin, enfin dans la cible fixée par la Banque centrale au mois de juin. Ce qui a d'ailleurs permis à la Banque centrale d'initier un assouplissement monétaire au mois d'août. Néanmoins, ce resserrement monétaire, il a aussi ajouté une contrainte supplémentaire sur les finances publiques, puisqu'il augmente le coût de la dette domestique. Donc, en ce qui concerne les finances publiques, on a un pays qui affiche un déficit budgétaire structurel, qui s'explique notamment par la faiblesse des recettes publiques qui sont assez limitées en relatif à 15% du PIB. Cette faiblesse des recettes structurelles, elle est liée à l'ampleur de l'informalité, mais aussi à une efficience globalement mauvaise de la mobilisation fiscale dans le secteur formel, même si elle est en amélioration. Toutefois, le cadre des finances publiques, il est soutenu depuis juin 2021 par le programme FMI. Donc, il s'agit d'une facilité élargie de crédit d'1 milliard de dollars sur 3 ans. Le programme soutient en effet une consolidation des finances publiques qui a déjà permis de faire reculer le déficit en 2022 à moins de 6% du PIB, comme on le voit sur le graphique de gauche. Il est par ailleurs important de noter, on avait eu des retards dans les revues du programme en début de processus. En revanche, la 4e revue, donc la revue la plus récente, a été validée dans les temps en juin, ce qui traduit de moins de difficultés que par le passé à atteindre les cibles fixées dans le programme. Donc ensuite, en ce qui concerne l'endettement public, il apparaît toujours soutenable, tant en termes de niveau qu'en termes de profil, même si on le verra, on a une légère détérioration du profil de la dette récemment. Elle avait en effet fortement augmenté entre 2010 et 2021, mais elle s'est stabilisée depuis à 51% du PIB en 2022. Et si elle est détenue à 60% par des non-résidents, ce qui est un facteur de risque, elle est toutefois fortement concessionnelle et de long terme. Néanmoins, je parlais de détérioration récente du profil de la dette. Donc, on a effectivement une nouvelle stratégie d'endettement des autorités qui se sont, depuis 2020, fortement endettées sur le marché domestique et auprès de créanciers commerciaux extérieurs, donc à des conditions moins favorables que ce qu'ils avaient pu avoir avec les multilatéraux et les bilatéraux, donc avec des taux d'intérêt plus élevés, des maturités plus courtes. Et donc, c'est ce que je vous ai représenté sur le graphique de droite, qui montre la répartition de la dette publique externe par type de créancier. Et donc, on voit bien qu'on a une hausse de la part des créanciers privés dans le total de la dette publique qui est externe, donc détenue par des non-résidents. En conséquence de cette nouvelle stratégie d'endettement, on a une charge d'intérêt de la dette qui a fortement augmenté. Donc, elle est passée de 13% en moyenne sur la période 2012-2020 à 20% en 2021 et même 23% en 2022. Et les autorités se sont mises, en conséquence, à puiser dans les réserves pour couvrir le besoin de financement. Donc, on a un autre élément qui a été perçu assez négativement, c'est le fait que pour alléger les pressions sur les finances publiques, donc qui sont liées à la fois à un recours croissant à des financements non concessionnels, mais aussi à une hausse du coût de la dette provoquée par le resserrement monétaire, la Banque centrale a conduit début 2023 2 opérations de conversion de dette, visant les créanciers privés détenteurs d'obligations d'État arrivant à échéance en avril 2023, donc en proposant un allongement de maturité, mais en contrepartie d'un coupon plus élevé, donc ce qui, bien entendu, a été assez négativement perçu par les marchés. Et dans ce contexte, les 3 principales agences de notation, que sont S&P, Fitch et Moody's, ont revu à la baisse la perspective associée à la note souveraine de l'Ouganda de stable à négative, même si il est important de noter que Fitch a depuis réaffirmé la note ougandaise à B+. Donc, signe que ces éléments ne sont pas de nature à détériorer à ce stade, en tout cas la notation souveraine ougandaise. Donc, ces pressions sur les finances publiques, elles font peser également un risque sur les comptes externes, qui pâtissent par ailleurs déjà d'une hausse des importations. Donc, on a un déficit courant en Ouganda qui est structurellement élevé, qui s'est stabilisé à 8% du PIB en 2022, donc c'est le graphique de gauche, et augmenterait à nouveau en 2023. Donc, l'ampleur de ce déficit, elle est liée à une hausse de la facture d'importation, en particulier alimentaire et énergétique, mais aussi à des investissements en capital dans le cadre du projet pétrolier. Et ce déficit contribue également à un besoin de financement élevé qui n'est qu'en partie compensé par les entrées d'investissements directs étrangers et par les financements de bailleurs.
Et aussi, elle accentue les pressions baissières sur le shilling ougandais, qui s'est déprécié l'année dernière de 5%, même si c'est stabilisé depuis le début de l'année. Par ailleurs, on a des réserves de change qui apparaissent sur le second graphique à droite, qui étaient relativement stables ces dernières années grâce au soutien des bailleurs internationaux, justement, et qui se sont réduites l'année dernière, en lien notamment avec l'augmentation des importations, mais aussi avec les interventions de la Banque centrale sur le marché des changes et la hausse du service de la dette. Donc, elles se sont établies à un équivalent de 4 mois d'importation à mi-2023, ce qui est en légère amélioration par rapport à la fin d'année dernière, mais toujours inférieur au niveau qu'elles avaient en 2021. Et donc, le niveau de ces réserves est maintenant jugé tout juste suffisant par le FMI, mais est en deçà encore du critère de convergence de la communauté des États d'Afrique de l'Est, qui le définit à 4,5 mois d'importation. Donc, en conclusion, on a en Ouganda une croissance très dynamique, un assainissement des finances publiques qui est soutenu par le programme FMI, mais qui pâtit de la stratégie d'endettement adoptée récemment par les autorités, des comptes externes qui montrent aussi des signes de faiblesse en lien notamment avec la détérioration très récente des finances publiques, mais une situation qui reste à ce stade sous contrôle et qui sera à surveiller à moyen terme. Merci et je passe la parole à Maxime sur le Brésil. Merci Morgane. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler du Brésil. Il vous aura pas échappé que le Brésil a un nouveau président qui est entré en fonction début 2023, mais ce nouveau président s'appelle Lula da Silva et il vous aura pas échappé non plus que c'est un président qui a gouverné le Brésil dans les années 2000 et donc ça s'inscrit très bien dans notre thématique de nouvelles donnes sur fond de déjà-vu, hein, évidemment, puisqu'un président qui a été déjà là il y a 20 ans. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est si le Brésil de Lula peut devenir, voire redevenir le champion qu'il a pu être dans les années 2000, qui avait permis notamment à 30 millions de Brésiliens d'émerger dans la classe moyenne. Alors, si on avance 20 ans plus tard, hein, dans la nouvelle prise de fonction, le nouveau mandat de Lula dans un Brésil changé, qui a vécu des crises politiques et économiques au milieu des années 2010. On avait des interrogations au moment au premier semestre sur deux aspects principaux qu'on a considérés comme deux potentiels buts contre son camp ou balles dans le pied que pouvaient se tirer Lula et son équipe, d'une part sur le plan budgétaire et d'autre part sur le plan monétaire en termes de crédibilité. Sachant que d'un point de vue budgétaire, Lula, président d'un gouvernement de gauche, aurait pu avoir une tendance à des dépenses et donc avec des risques de dérapage budgétaire. Dans un Brésil qui a vu son endettement public augmenter fortement au milieu des années 2010 et depuis se stabiliser à la faveur d'une restauration de la crédibilité, notamment grâce à l'instauration d'une règle d'or qui plafonnait les dépenses publiques. Donc il y avait des risques vis-à-vis de la remise en question de cette règle d'or, qui avait déjà été entamée par Bolsonaro dans la période de fin de Covid. Et on avait des inquiétudes à ce niveau-là, et puis des inquiétudes qui ont aussi été un petit peu plus surprenantes vis-à-vis des attaques de Lula contre la Banque centrale, contre l'indépendance de la Banque centrale, et contre directement le gouverneur de la Banque centrale, qui pouvait mettre à mal un des piliers des institutions brésiliennes, à savoir une banque centrale forte et indépendante, dont l'indépendance avait même été renforcée par une loi votée en 2021. Et les attaques de Lula étaient évidemment un peu Lula se positionnait dans son rôle pour vouloir relancer et dynamiser la croissance brésilienne, dont on verra qu'elle est atone structurellement, et vouloir relancer cette croissance via une baisse des taux d'intérêt que la Banque centrale avait sensiblement remonté depuis 2021, comme vous le voyez, et Sylvain en a parlé, sur le fait que les économies d'Amérique latine notamment ont été en avance de phase sur un certain nombre d'économies avancées pour lutter contre l'inflation. Vous le voyez sur le graphique en bas à gauche, avec une inflation, la ligne rouge qui a culminé à 12% glissement annuel milieu 2022 et qui s'est accompagnée évidemment d'une hausse très forte des taux directeurs de plus de 12 points de pourcentage.
Donc, dans cet environnement de taux d'intérêt élevés et face à la volonté de Lula de relancer la croissance, il y avait évidemment une sorte d'intérêt contradictoire, d'où les pressions de Lula contre la Banque centrale. Mais ces pressions pouvaient faire naître évidemment des inquiétudes sur un désancrage des anticipations qui pourrait lui-même être contre-productif puisqu'il pourrait amener à plus de volatilité, plus d'inflation élevée et donc finalement des taux d'intérêt structurellement élevés plus longtemps, ce qui serait à l'encontre des objectifs de Lula de relancer la demande avec une baisse des taux d'intérêt. Ces inquiétudes sur la crédibilité du policy mix ont été sensiblement levées ces derniers mois. D'une part parce que la règle d'or budgétaire, certes, a été revue, mais par une nouvelle règle qui reste solide, qui n'est plus ancrée sur les dépenses, mais sur un objectif de solde primaire, avec une flexibilité une certaine flexibilité, une latitude pour le gouvernement pour dépenser. Et puis, cette règle s'accompagne d'une nouvelle réforme fiscale que les autorités, que les prédécesseurs de Lula n'ont jamais vraiment pris à bras-le-corps. Et ça, c'est une première qui était attendue depuis longtemps, et on verra pourquoi c'est très important. Mais c'est ces deux éléments au niveau budgétaire qui permettent de renforcer la crédibilité et qui ont permis de rassurer la Banque centrale quant à la crédibilité justement de la politique budgétaire et fiscale. Et donc, ceci combiné à un environnement de reflux de l'inflation fort, encore une fois sur la ligne rouge du graphique en bas à gauche, l'inflation qui est aujourd'hui aux alentours de 4%, a permis à la Banque centrale d'entamer un cycle baissier de 50 points de base le mois dernier, et puis comme l'a dit Sylvain, de 50 points de base hier. Donc là, on est sur des nouvelles qui sont plutôt bonnes et qui nous permettent d'entamer un cycle peut-être optimiste ces derniers mois par rapport à nos inquiétudes de but contre son camp. Slide suivant, s'il te plaît. Et donc ce vent d'optimisme se traduit par une amélioration des agences de notation avec S&P en juin qui a amélioré les perspectives de stable à positive et Fitch qui a rehaussé sa note de W- à WB au mois de juillet. Donc tous ces éléments récents positifs. Il faut noter également une amélioration des perspectives de croissance avec une croissance en 2022 qui était de l'ordre de 3%, qui devrait également être de l'ordre de 3% en 2023, alors qu'à chaque fois sur ces années-là, on s'attendait en début d'année à une croissance très faible, de l'ordre de 0,5 ou 1%. Évidemment, tout ça est favorisé aussi par certains éléments conjoncturels favorables, comme des récoltes agricoles très, très bonnes en début d'année 2023, mais ce sont des points qui s'inscrivent généralement dans ce vent d'optimisme assez favorable s'agissant du Brésil, auquel on peut ajouter évidemment le retour de Lula et donc le retour d'un certain multilatéralisme qui contraste avec son prédécesseur et qui pourrait accompagner le renforcement du Brésil sur la place internationale. On a vu un Lula très vocal dans différents sommets, dans le sommet de Paris en juin, sur le sommet des BRICS, qui a été un peu un président globetrotter ces derniers mois en allant signer des partenariats commerciaux, notamment avec la Chine. Lula a été encore assez distingué lors de tribunes hier aux Nations Unies. Donc vraiment, il y a ce rôle de Lula, ce renforcement du multilatéralisme qui est à noter et qui pourrait peut-être renforcer l'attractivité brésilienne, qui est un marché de plus de 200 millions d'habitants qui continue structurellement à attirer des investissements étrangers. Vous le voyez sur le graphique en bas à droite, les barres bleues qui montrent des investissements étrangers stables et élevés à plus de 3% du PIB chaque année. Donc ça, c'est vraiment les éléments positifs. Simplement, est-ce que ça va durer ? C'est plutôt à court terme. Ce sont des éléments rassurants. À long terme, troisième slide, il faut vraiment que des efforts soient faits. Ça, ce sont des choses que bon nombre d'analystes répètent depuis plusieurs années. Il va falloir quand même un peu repenser le modèle brésilien. Ceci a été déjà lancé sous l'administration Bolsonaro et semble être poursuivi donc avec une certaine orthodoxie qui est finalement bienvenue de la part des équipes de Lula pour améliorer l'environnement des affaires et réduire ce qu'on appelle le coût Brésil,
qui est généré par une fiscalité extrêmement complexe, des infrastructures pas toujours de bonne qualité, des sujets sur le marché de l'emploi notamment. Et ce coût Brésil coûte aux entreprises environ 20% de plus que ce qu'elle coûte à d'autres, dans d'autres entreprises des pays de l'OCDE. Donc ce coût Brésil est lui-même estimé à 20% du PIB, ce qui veut dire que le PIB brésilien pourrait être sensiblement plus élevé. Et donc il y a vraiment des efforts à faire là-dessus pour que la croissance, qui est structurellement à un potentiel de 1,5-2% par an, augmente, que l'investissement soit relancé. On voit dans le graphique en bas à gauche que le Brésil en rouge est tendanciellement largement inférieur à la moyenne de l'Amérique latine, dont l'investissement privé est même notoirement connu pour être assez faible. On voit que la moyenne mondiale en jaune est de l'ordre de plus de 30% du PIB, alors que donc l'investissement au Brésil est inférieur à 20% du PIB. Et tout ça, pourquoi? Évidemment, pour permettre au Brésil de sortir de ce piège des pays à revenus intermédiaires. On voit dans le graphique en bas à droite que le Brésil, notamment sur le graphique en pointillé, a connu une émergence forte du revenu par habitant au milieu des années 2000 sous les 2 premiers mandats à Lula, et cette émergence s'est interrompue et a même régressé avec une baisse du revenu par habitant qui a allé de pair évidemment avec les crises politiques et économiques des années 2010. Donc tout l'enjeu reste là de pouvoir repenser le modèle brésilien, relancer l'investissement et favoriser notamment la montée en gamme des produits brésiliens. Donc je laisse la parole à Maury pour le point Chine. Merci Maxime. Et donc effectivement, on arrive à la dernière sous-partie de ce séminaire avec un point sur la Chine qu'on a choisi de traiter évidemment pour le poids qu'elle a dans l'économie mondiale et également pour nos pays émergents. Maintenant, en fait, c'est un pays, je pense, sur lequel on a plus de questions à se poser que de réponses à apporter, parce que la situation, on le verra, est toujours très ambivalente selon la manière dont on la regarde. Je pense que le constat de départ qu'on partage est celui d'une croissance qui s'est fortement ralentie. À 3% en 2022, c'était le niveau le plus bas depuis 1976 si on exclut l'année 2020. Et autre fait marquant, je dirais, pour la première fois depuis 1990, la croissance chinoise était également inférieure à celle de la zone Asie du Sud-Est, toujours en 2022. Donc forcément, ça pose la question du rôle de locomotive de la Chine. Et je dirais la première hypothèse sur laquelle on arrive encore à peu près à converger quand on analyse la situation, c'est que aujourd'hui la Chine fait face à une conjonction de facteurs à la fois structurels et conjoncturels sur lesquels nous reviendrons. Et puis évidemment, on ne peut pas parler de la Chine sans parler également du défi en matière de décarbonation et de préservation de la biodiversité. Troisième nature de défi que la Chine va devoir relever dans les années qui viennent. Voilà. Et je le disais en tout début de prise de parole, la Chine nous intéresse aussi pour le poids qu'elle a dans l'économie des émergents, y compris des pays africains. Pour rappel, le Brésil dont on vient de parler, l'Indonésie ou l'Afrique du Sud sont tous des pays dont les exportations sont assez fortement exposées à la Chine, respectivement, je crois, 27, 21 et 9%. Et donc on a évidemment tout à gagner, je dirais, à comprendre les ressorts de l'économie chinoise et la trajectoire à venir, si on veut aussi comprendre ce qui va se passer dans le monde émergent au sens large. Donc là, la transition chinoise va probablement s'opérer selon de multiples dimensions. On a choisi d'en retenir 3 aujourd'hui: la transition démographique, la transition économique et la transition énergétique. Je passerai plus de temps sur la deuxième, qui est, je dirais, un peu le cœur de notre matière, mais un mot tout de même de la transition démographique. Quelques chiffres. La population chinoise était
jusqu'en avril de cette année, la plus importante au monde, et elle s'est faite dépasser par l'Inde, comme vous le savez certainement. Cette population qui a en gros doublé au cours des 60 dernières années a évidemment largement contribué à la croissance économique. Simplement, effectivement, elle est globalement, on estime, en déclin depuis l'année 2022. Pour mémoire, on est passé d'une natalité de 7,5 enfants par femme en moyenne en 1963 à 1,6 aujourd'hui. Avec en 79 la politique de l'enfant unique et un assouplissement de cette politique en 2013, mais qui n'a pas permis à la natalité de reprendre, je dirais, le dynamisme nécessaire à cause de l'urbanisation de la société, la hausse du coût de la vie et globalement des changements sociétaux. La diminution de la société dans l'absolu est un sujet, mais évidemment, qualitativement, le vrai sujet qui va se poser à la Chine, c'est celui du vieillissement de cette population qui a un impact double. Le premier, c'est qu'il va peser sur les finances publiques avec le financement de transferts sociaux. Et puis, le deuxième impact, c'est que la dynamisme de la croissance, pour la dimension tirée par la productivité, va également faiblir. Donc, on en vient au sujet de la transition économique. Et là, je dirais que la première hypothèse qui vient à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, la Chine se trouve confrontée à une conjonction de facteurs conjoncturels et de facteurs structurels. Les facteurs conjoncturels, on en a parlé, disons qu'on en entend souvent parler. Il y a eu la sortie du Covid qui a été tardive et qui probablement laissera des traces. Il y a le sujet de la crise immobilière, ou en tout cas la crise des promoteurs immobiliers, et puis conjointement avec celle de l'endettement que cela a généré, aussi bien des promoteurs que des ménages. Et puis, troisième facteur conjoncturel, c'est le ralentissement de l'économie mondiale. Elle plutôt liée aux hausses de taux que la Chine pourtant ne connaît pas. Les facteurs structurels auxquels la Chine est confrontée, on le montrait tout à l'heure un petit peu sur le graphique. Il y a globalement le sujet du rattrapage de niveau de vie, qui est une dynamique qui a été très forte ces 30 dernières années, qui est probablement plus faible aujourd'hui, freinée à la fois par des problématiques de rentabilité décroissante du capital, parce qu'on le verra, une grosse partie de la croissance chinoise a été tirée par une accumulation de capital, et puis une problématique de productivité. On a commencé à en parler avec le vieillissement de la population, mais globalement un sujet plus large d'érosion relative de la compétitivité du facteur travail en Chine par rapport à d'autres pays à bas coût. Et puis, encore une fois, le facteur de la décarbonation et des vulnérabilités jouera dans les transitions structurelles que la Chine va devoir aborder. Alors, sans rentrer dans le détail de chacun de ces facteurs, il y a peut-être deux sur lesquels on peut s'appesantir. Celui de l'endettement qui pose question. Aujourd'hui, c'est difficile de répondre, mais on peut faire l'hypothèse qu'on n'a pas encore un sujet de risque systémique lié au crédit, même si le niveau du crédit est très élevé. Je crois qu'aujourd'hui, ça représente de l'ordre de 350% du PIB, alors que c'était à 170%, donc la moitié en 2008. Pourquoi c'est pas forcément un risque systémique qui pèse d'ores et déjà sur l'économie chinoise? C'est parce qu'on pense que la puissance de feu, à la fois de la puissance publique et globalement de l'économie, des acteurs bancaires notamment, serait probablement suffisante pour faire face à une crise, en tout cas une crise telle qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Mais c'est évidemment certainement difficile de se prononcer sur ce sujet de manière définitive. En tout cas, ce que ça pose, cette question de l'endettement, c'est la question du modèle économique à long terme, puisqu'avec cet endettement, elle est essentiellement cet endettement allait de pair avec une très forte proportion d'investissement. La Chine aujourd'hui est un pays qui investit et qui épargne de l'ordre de 40% de son PIB, ce qui en fait un pays qui se détache très très nettement de toutes les autres économies au monde, ou à peu près, et que cette dynamique, à la fois si on touche à l'endettement et parce que l'investissement va probablement s'essouffler un petit peu, va poser la question du modèle de croissance, et celle qu'on évoquait tout à l'heure de la Chine, c'est pour le Brésil, pardon, c'est la Chine risque-t-elle de rester dans ce qu'on appelle le middle income trap, le piège des pays à revenus intermédiaires, ou est-ce qu'on est, comme on a longtemps imaginé que ce serait l'évidence même, sur une trajectoire qui amènera
la Chine a des niveaux de développement proches de celui des pays développés. Je me permets d'insister un tout petit peu sur cette dimension parce qu'il y a un article daté du 20 septembre dans le Financial Times qui pose le même diagnostic et pose la même question, donc en soulignant que on est probablement sur des rythmes de croissance structurelle qui vont passer donc cette année probablement autour de 4-5% et qui pourrait se rapprocher des 3% d'ici la fin de la décennie. C'est pas que ces rythmes-là soient particulièrement faibles, hein, c'est des rythmes de croissance qui sont relativement honorables. En revanche, ça pose la question du coup de la Chine parviendra-t-elle à sortir ou non du statut de pays à revenus intermédiaires. Et donc l'analyse de l'article est assez intéressante, c'est de dire qu'aujourd'hui on a un PIB par habitant en Chine qui est de l'ordre de 28% du PIB américain et donc un quart, on va retenir un quart, l'idée d'un quart, et la moitié du PIB par habitant polonais. Quand on regarde la dynamique passée, le PIB par habitant chinois, en fait, entre 1980 et 2022, donc en 42 ans, il a doublé 4 fois consécutivement. Doublé 4 fois consécutivement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il était de 2% en 1980. Le revenu chinois par habitant était de 2% du revenu américain. Il est de 28 aujourd'hui, 28% en parité de pouvoir d'achat. Et donc, en fait, en doublant une dernière fois, il atteindrait à peu près le niveau de richesse de la Pologne. Et la question, c'est est-ce qu'on est encore en mesure, est-ce que la Chine est encore en mesure d'assurer ce doublement? Et si oui, sur quelle période? Et là, la question qui se pose, c'est par quoi est tirée la croissance chinoise? Et on voit bien que historiquement, et c'est ce qu'on voit sur le graphique, elle a beaucoup été tirée par l'investissement. Or, d'autres analyses, et là je vous renvoie à un article paru dans Project Syndicate de Daniel Gross, qui souligne combien, je le disais, la croissance a été tirée par l'investissement et l'épargne, jusqu'à un taux où aujourd'hui on est probablement sur des taux de rentabilité qui sont décroissants. Les équipements en termes d'équipements ferroviaires, aériens sont déjà très élevés et aujourd'hui, dans le fond, la dernière pompe qui existait, c'était un petit peu celle de l'immobilier et aujourd'hui, ces faillites ou ces quasi-faillites du secteur des promoteurs immobiliers, c'est un petit peu le symptôme de cette rentabilité décroissante, voire négative de l'investissement. Et une autre illustration qui était fournie, c'est que si on regarde le nombre de mètres carrés immobiliers détenus par habitant, on est en Chine à un chiffre qui est de l'ordre de 40 mètres carrés, qui est en fait à peu près autant que l'Allemagne ou le Japon. Donc évidemment, vous voyez qu'on a constitué un capital investissement qui est du même ordre en Chine que dans des économies développées, alors que la richesse par habitant est encore largement moindre, d'où la question de la pérennité de cette croissance tirée par l'investissement. Voilà, c'est un peu long et je suis désolé, mais je trouve que c'était des questions, en tout cas des éléments de questionnement qui étaient intéressants pour comprendre les enjeux de la transition chinoise. Donc deux sujets structurels certainement à traiter par le pays dans les années qui viennent, l'endettement d'une part, mais également le niveau d'épargne dans la croissance, et puis la croissance de sa population et de sa productivité. Et évidemment, ces défis structurels, la question est de savoir si le pouvoir politique en place souhaitera les traiter en remettant l'initiative privée au cœur, comme ça a pu être le cas depuis les années 90-2000 avec l'entrée de la Chine dans l'OMC, ou si on va rester sur une posture plus autoritaire qui est celle qu'on a connue depuis quelques années. Une dernière slide peut-être sur la transition énergétique, même si là beaucoup de choses ont déjà été dites, mais c'est clairement le dernier défi que la Chine va être amenée à relever. Défi énergétique pour le climat, défi énergétique également, et industriel d'une manière générale pour la préservation de la biodiversité. On le sait maintenant, et c'est pas vrai qu'en Chine, c'est vrai pour l'ensemble de la planète, les risques liés au climat sont de deux natures et fonctionnent à double sens. Il y a le dérèglement climatique et la disparition de la biodiversité qui sont causés par l'activité économique, c'est ce qu'on appelle le risque physique. Et puis, on a aussi les risques qui touchent au modèle de croissance, qui vont obliger le modèle de croissance à se réformer. Et ça, c'est le risque de transition.
Aujourd'hui, la Chine, dans le fond, avec 63% d'énergie fossile dans sa production électrique, la Chine est encore le plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde, avec à peu près 30% des émissions en 2021. Loin devant donc les États-Unis, qui en émettent 12% d'après les chiffres que j'avais. Mais c'est aussi un des pays qui utilise le plus de ressources renouvelables d'ores et déjà pour sa production électrique, et leur part dans le mix énergétique est passée de 18% en 2010 à 30% en 2022. Donc on voit que selon la manière dont on regarde le diagnostic, il n'est pas le même. La Chine s'est engagée sur une trajectoire de transition, mais elle est loin d'être finie, et elle est surtout, elle a été coûteuse en investissement, et se pose la question aujourd'hui de savoir si les investissements peuvent se poursuivre à la même vitesse. Voilà, et on n'a pas le temps d'aborder les sujets de biodiversité, mais il serait de nature assez comparable. Voilà, donc un point sur la Chine plutôt en forme de point d'interrogation que de réponse, mais je pensais que c'était intéressant quand même. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle sur la deuxième session, en particulier sur les pays. Non. Benoît. Sur la Chine, Benoît Fèvre de ECO, AFD donc. Sur la Chine, on nous dit que les Chinois ne publient plus de chiffres de chômage. Donc, je voulais savoir un petit peu, est-ce que dans ce panorama, ce que tu as présenté sur le fait qu'on a épuisé le dividende démographique, que l'on aura donc de plus en plus d'inactifs qui seront à la charge de la société, de même des chômeurs, comment est-ce que ça peut, même à très court terme, faire évoluer en fait la politique économique du pays? Alors, la Chine, si j'ai bien lu, ne publie plus de chiffres de chômage des jeunes, qui était un chiffre particulièrement défavorable et problématique pour le pouvoir en place, avec bon, peut-être pas des risques d'instabilité sociopolitique, mais en tout cas un vrai blues de la jeunesse chinoise aujourd'hui, entre le taux de chômage qu'elle subit et les sujets de confiance d'une manière générale, avec ce qui a pu se produire sur le marché immobilier, et pour certains la perte de leur épargne, même si l'État essaye d'y remédier. Donc globalement, on nous dit que la jeunesse chinoise est aujourd'hui peut-être un peu déboussolé, et je pense que cet arrêt de publication d'indicateurs très ponctuels, il répond probablement à ce besoin de court terme, sachant qu'effectivement, si c'est le dessous de ta question, sur le long terme, la démographie devrait quand même permettre de réabsorber, enfin la transition démographique devrait permettre de réabsorber une part importante des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Après, moi, sujet que j'ai pas abordé là, mais on peut souligner que aujourd'hui en Chine, on voit d'une manière générale une propension à bien cadrer les éléments de discours, y compris par exemple sur un sujet tout autre qui est l'analyse de la conjoncture économique et l'analyse de la situation financière des entreprises, avec des lois passées depuis 2023 qui sont très spécifiques sur le fait que tout élément d'analyse négatif doit bien être pesé par ceux qui les profèrent, avec des risques de poursuites pénales en l'occurrence. Donc on sent bien qu'il y a une grande précaution des autorités chinoises sur les messages négatifs qui peuvent être véhiculés. Donc le chômage des jeunes en est une, la santé financière des banques ou du système financier en est une autre. Avant de conclure, il y a peut-être des questions qui n'ont pas été traitées avant, notamment sur les questions de transition. Il y a un peu un bloc de questions qu'on pourrait traduire sur quels impacts sur les pays émergents du réchauffement climatique et de la transition. Et puis il y a une question aussi pour nous chatouiller un peu sur nos méthodologies d'approche du risque pays, enfin d'analyse qui ne prendraient pas forcément en compte ces dimensions. À l'AFD, nous traitons ces sujets au niveau du département éco. Nous les avons pris en charge depuis 2019 à travers une méthodologie qui s'est déployée en 3 volets.
D'abord, le risque physique climatique qui a été pris en compte depuis 2019 avec une méthode qui a été mise en place, puis le risque de transition depuis 2020 et qui est désormais complètement établi, même si on peut toujours l'améliorer. Et puis, depuis cette année, on travaille sur les risques biodiversité. Donc, nos analyses pays sont fondées aussi sur ces trois dimensions des risques environnementaux qu'on essaie d'intégrer aux piliers traditionnels de l'analyse qui sont la croissance, l'environnement institutionnel, les finances publiques, les comptes externes et le secteur financier. Et concernant le risque de transition pour les pays, notamment en Afrique, et lié au changement climatique, quelles conséquences? Le changement climatique, typiquement dans les pays du Sahel, ça veut dire une baisse des rendements agricoles pour des pays qui en sont très dépendants, mais aussi des opportunités en termes pour des pays qui ont un taux d'électrification très faible. Par exemple, le Niger, 17%, des projets en solaire ou en hydroélectricité qui sont fondamentaux et qui peuvent permettre finalement à ces pays de rentrer, on va dire, dans le troisième millénaire d'une certaine manière de plein pied en utilisant les technologies les plus modernes et en sautant finalement la révolution industrielle qu'on ne peut pas leur enlever. Il y avait des questions aussi sur l'industrialisation et l'intégration africaine. Effectivement, le problème de l'industrialisation de l'Afrique est prégnant. On a des problèmes de compétitivité hors prix, des problèmes d'infrastructure, des problèmes réglementaires, fiscaux, d'enclavement pour certains pays. Et puis désormais, depuis 2-3 ans, dans pas mal de pays, on a de l'instabilité politique, des risques sécuritaires qui pèsent aussi fortement sur l'environnement des affaires, sur les finances publiques, et qui se rajoutent à cette facture liée à la transition énergétique et à l'adaptation au changement climatique, que finalement le pacte financier mondial qui est issu du sommet de Paris en juin veut remettre vraiment à l'ordre du jour et mettre tous les acteurs, tous les financiers, que ce soit les bailleurs multilatéraux, bilatéraux et les créanciers privés autour d'une table pour essayer de financer au niveau global la transition et l'adaptation au changement climatique, notamment pour les pays les plus fragiles. Merci beaucoup, Sylvain. On a déjà 10 minutes de retard. On peut peut-être se laisser encore 3 minutes pour répondre à une dernière question, s'il y en a dans le fil. Mais j'en profite pendant qu'on relit les questions pour souligner qu'effectivement, évidemment, à l'AFD, on est tout particulièrement attentif au sujet de risques climatiques et biodiversité. Alors, biodiversité, on est encore en amont de la construction de la méthodologie. On n'a pas de diagnostic complètement prêt là-dessus. Mais sur le climat, comme disait Sylvain, on le fait. Et vous les retrouverez dans la plupart de nos macro-dev, des publications macro-dev qui émanent de nos rapports pays et qui tentent toujours une analyse sur ces sujets-là. Évidemment, à l'AFD, comme partout ailleurs dans les institutions avec qui on parle, que ce soit des banques multilatérales ou des agences de notation, je dirais qu'on apprend en marchant et qu'on est loin d'avoir trouvé la panacée pour résoudre l'équation. Mais en tout cas, ce sont des facteurs qu'on prend maintenant en compte dans l'évaluation de nos risques souverains et de nos risques pays. Donc, on va redonner la parole à la salle s'il n'y a pas de questions en ligne. C'est une bonne, à moins que tu nous dis, Sylvain. On a une question sur la pérennité du franc CFA, mais on va peut-être pas rentrer dans ce débat assez polémique, mais effectivement, ça peut être un sujet. En tout cas, c'est une question qui mérite d'être préparée et c'était pas le sujet d'aujourd'hui. Oui, merci. Je voudrais m'adresser à Madame Denise là à propos de. Elle semblait nous avoir tendu une perche sur les positions de l'OMC en matière de globalisation et de multilatéralisme. Moi, je voudrais savoir si effectivement tout ce que vous nous avez présenté, c'est en fait des évaluations en valeur.
Et il y a eu parmi les questions quand même des questions sur les externalités. Les valeurs sont établies à partir de prix qui ne veulent pas dire grand-chose, donc on le sait bien. Et donc je voulais savoir si maintenant, avec les outils dont on dispose, en particulier sur les matrices input-output, on ne peut pas aller un petit peu plus loin de tout ce qui nous a été exposé pour montrer quel était le contenu en ressources, en particulier ressources physiques, des échanges internationaux. Et ça nous donnerait une image quand même des déséquilibres qui peuvent exister dans le monde en termes d'extraction justement de ressources. Il me semble qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été faites. Alors je ne sais pas si le CEPI aussi s'est engagé sur cette voie d'analyser les échanges en termes de ressources physiques. Voilà. Alors le CEPI ne s'est pas lancé dans des recherches d'origine des chaînes de valeur ou d'évaluation en termes de ressources physiques. Vous voulez dire par là la force du travail, ou bien les matières premières? Oui, les matières premières, hein, que ce soit agricoles, minérales, etc. Alors, en revanche, nous avons fait, enfin, j'ai été impliquée avec toute une joyeuse équipe dans la mesure des chaînes de valeur en produits intermédiaires en volume, c'est-à-dire déflétés par des prix. Ce qu'on voyait en faisant cette étude qui a été publiée, et là on est en train de réactualiser cette étude pour la Commission européenne, ce qu'on a vu qu'à un moment on avait imaginé les chaînes de valeur s'étaient vraiment arrêtées aux alentours de 2016, 2015-2016, nous, on a vu que ça continuait. Ça veut dire que la part des produits intermédiaires en volume restait stable ou bien augmentait. Parce qu'il y a une autre question qui peut coupler avec la vôtre, si on peut mettre ma présentation. L'un des participants en visio pose cette question. Qu'est-ce que ça a impliqué pour les pays émergents, ce que je montrais comme évaluation des produits intermédiaires? Un peu plus juste là. Et on peut revenir là. Par exemple, dans ce graphique, je vous disais que pour les pays émergents et en développement, donc leurs exportations en produits intermédiaires vers les pays avancés et dans les échanges entre eux-mêmes, avaient doublé depuis 2000. Qu'est-ce que ça implique? Quand on mesure ça en volume, ça va être encore plus important parce que dans les pays émergents, il y a eu beaucoup plus de pression inflationniste, en particulier depuis la grande récession de 2007-2008, parce que donc les investissements, enfin les capitaux en provenance des pays avancés trouvaient des taux d'intérêt positifs dans des pays émergents. Donc, il y a eu un afflux de capitaux vis-à-vis des pays émergents qui s'est traduit par une inflation plus importante que dans les pays avancés. Donc, leurs matières ont souffert de ça. Mais de notre côté, enfin, leurs exportations. Mais de notre côté, la valeur de leurs exportations n'est pas bien présentée parce que comme ça, quand on les met en valeur, parce que au prix courant, je veux dire, si on ne prend que la Chine, par exemple, le coût de travail au début de la période, hein, dans les années 2000 jusqu'au milieu des années 2000, était très très bas. C'est pour ça que la Chine a été désignée comme l'atelier du monde. Donc, dans cette augmentation, en réalité, en volume, les pays émergents ont beaucoup plus exporté vers le monde et entre eux-mêmes. Donc, leur implication dans les chaînes de valeur, c'est très important de pouvoir prendre en compte les phénomènes de prix qui peuvent venir donc avec des coûts de matières premières, mais aussi qui peuvent provenir donc des coûts salariaux qui ne sont pas bien évolués au niveau international. Et je pense que ce genre de trucs, quand on arrive à les mesurer en volume, montre beaucoup plus encore la place des émergents, en particulier des grands émergents, dans les chaînes de valeur et dans l'économie mondiale.
Et là-dessus, je voudrais peut-être faire la transition et peut-être vers la conclusion, on pourrait aller s'il n'y a pas d'autres questions, revenir dans l'exemple de la Chine sur ce qui va se passer à l'avenir, parce qu'en ce moment, on est en train d'un peu, dans certains articles qu'on voit, enterrer l'économie chinoise un peu rapidement. Je dis, ça y est, on est à bout de course d'un régime, ça ne fonctionne plus, on n'est plus qu'à 5% de taux de croissance, voilà, même l'Inde va dépasser. OK. Mais l'économie mondiale est dans cette situation. Et que la Chine et les autres grands émergents ont pu avoir suffisamment de revenus. Actuellement, le revenu en Chine, c'est pas le revenu par tête, ce n'est pas comparable à des pays avancés, mais ça a rattrapé le niveau de revenu moyen mondial et ça a même dépassé. Et c'est très important pour des milliards d'individus. Et d'autres pays, grands émergents, c'est très important. L'effet de pouvoir organiser autour des pôles entre eux, en tout cas, même s'ils peuvent ne pas s'entendre, peut-être que les pays émergents et en développement entre eux, le fait qu'il y ait des grands pôles régionaux a beaucoup changé la chose. Et comme on a vu aussi avec la guerre de l'Ukraine, avant on comparait l'économie russe à une naine. On disait que voilà, toute cette Russie ne peut pas être une superpuissance, c'est vrai dans le domaine économique peut-être, mais c'est la taille, son PIB et la taille de l'Espagne. Mais il y a pas que ça qui compte. Il y a tellement d'interdépendance dans l'économie mondiale que moi, je pense que sans doute, le siècle à venir, c'est le siècle des pays émergents et en développement, et on ne sait pas comment ça va se sculpter. Merci beaucoup Denise et merci à vous quatre pour l'ensemble des analyses. C'est difficile d'en faire une synthèse, mais comme c'est l'exercice, je m'y livre rapidement. Je pense qu'on peut retenir 4 grands paramètres dont on a échangé aujourd'hui. Le premier, c'est celui des fragilités qui apparaissent en matière d'endettement et liées à la hausse des taux qui touche tous les pays, mais plus particulièrement certains pays vulnérables. Justement, deuxième paramètre en termes de vulnérabilité, des vulnérabilités qui sont accrues aujourd'hui par les dérèglements climatiques et naturels dont on a pu parler, également inégales selon les régions. Le troisième, c'est celui dont vous nous avez parlé, Denise, celui d'un commerce mondial résilient, mais fragilité, générateur aussi, on l'a vu, d'externalités négatives, c'est important de l'avoir en tête. Néanmoins, comme vous dites, un coût du non-commerce qui serait colossal, en particulier pour les pays émergents et en développement. Sans avoir encore une fois une vision trop angélique de la mondialisation. Et puis en Chine, pour revenir dessus, certainement aussi un tournant. Est-ce qu'il fera date ou non, trop tôt pour le dire, mais certainement beaucoup de questions ouvertes aujourd'hui sur les trajectoires possibles de la Chine. Voilà, merci beaucoup. Merci à tout notre public en salle et en ligne. Faites-nous des retours. Est-ce que ce type de conférence de webinaire répond à des attentes. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour y répondre? Et puis voilà, il me reste à vous dire que tout ce dont on a parlé ou presque aujourd'hui est disponible en ligne sur le site internet de l'AFD, sur les réseaux de type LinkedIn et Facebook également. Et puis sur le site de l'AFD, vous trouvez également toutes les autres publications et collections du groupe, notamment en matière de recherche sur le développement, qui est publié par le département ECO, dont nous faisons partie. Le prochain panorama MacroDev semestriel sera disponible en ligne en février. D'ici là, je vous l'ai dit, vous aurez des numéros thématiques et des numéros géographiques qui seront également publiés. Donc abonnez-vous sur notre site si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de publication en temps réel. Denise, merci encore d'être venue partager vos analyses. Donc le mot de la fin, vous l'avez déjà eu, à moins que vous ayez. Donc voilà, un grand merci encore à tous et puis à très bientôt.